Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman et moi. Aujourd'hui, j'ai voulu tendre le micro à une femme en chemin. Pas encore maman officiellement, et pourtant. Son cœur est déjà plein, son projet est déjà ancré et son courage immense. Elle a choisi de devenir mère seule, à travers l'adoption. Et avant même d'avoir rencontré son enfant, elle vit déjà une maternité pleine d'espoir, d'attentes, de questions. Ce qu'on va entendre aujourd'hui, c'est l'envers du décor, les démarches, les projections, la solitude parfois, mais surtout l'amour. Un amour sans visage, un amour en devenir. Bonjour Mélanie. Bonjour Ludivine. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter simplement, en quelques mots? Alors, je m'appelle Mélanie, je viens de la région vaudoise, j'ai la trentaine et je travaille dans l'aviation. Ok, super. On va parler de ton parcours de maman. Donc par rapport à ça, à quel moment dans ta vie l'envie de devenir maman s'est imposée? Alors, l'envie de devenir maman ne s'est pas vraiment imposée. L'idée, le souhait de vouloir adopter et d'avoir un enfant est arrivé assez jeune. De retour de ma famille et de mes proches, c'était environ 12-13 ans, où j'ai commencé à verbaliser le fait d'avoir envie d'avoir un enfant adopté et un autre que j'aurais porté moi. Hasard ou pas, je ne pense pas qu'il y ait de hasard, hasard ou pas, quelques années plus tard, j'ai appris que je souffre d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Et du coup, mon projet s'est un peu imposé à moi de cette manière-là. Et j'ai commencé les procédures avant mes 30 ans. D'accord. Donc la procédure pour adopter un enfant. Exactement. Et c'est une procédure que tu as entamée seule? Exactement, ouais. C'est une procédure que j'ai entamée seule, qui était totalement OK pour moi de faire le projet seule. J'ai des références familiales qui font que ça a toujours été OK pour moi d'être élevée par un parent seul. J'ai jamais eu la sensation de faire le projet seul. Alors sur les papiers du côté administratif, il n'y a que mon nom, c'est vrai. Mais ce projet n'est pas seul. J'ai ma famille qui me soutient, j'ai mes proches qui me soutiennent énormément et où c'est vraiment un rapport transparent pour le projet. Ok. Est-ce que ce choix, donc tu dis que tu es beaucoup soutenue par ta famille, par tes proches, mais est-ce que ce choix a quand même été un peu questionné à un moment? Complètement. Et là, je vais répondre en deux fois. Du côté de mes proches, oui, pendant quelques temps, ça a été questionné et même de temps en temps, ça revient pour me demander si je suis vraiment sûre de vouloir faire le projet seule. Auprès de mes proches, aujourd'hui, il n'y a plus le questionnement, depuis longtemps d'ailleurs, il n'y a plus le questionnement de est-ce qu'on me sent capable. C'est plus du côté administratif où là, les évaluations changent, sont différentes et sont beaucoup plus poussées, le fait d'être seule et non mariée. Mais aujourd'hui, avec mes proches, la question ne se pose plus parce qu'ils savent très bien qui je suis, comment je suis, mon mode de fonctionnement. Et encore une fois, tout le monde est au clair que c'est un projet familial et un projet... Enfin, quand je dis familial, c'est aussi mes proches qui, du coup, pour moi, je les considère vraiment comme ma famille. Et donc du coup, cet enfant ne sera pas seul avec un parent seul. D'accord. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es exactement dans ton parcours d'adoption? Je trouve que c'est la période la plus longue, l'attente. Cette question, je comprends qu'on puisse me la poser, mais je l'aime pas trop. Mais c'est pas grave, hein, c'est très bien posé. J'attends. L'année dernière, donc en 2024, août 2024, le pays où je vais adopter, donc le Sénégal, a refusé mon dossier, m'estimant trop jeune. Donc du coup, je dois attendre 2 ans, donc l'année prochaine, refaire une demande qui, je l'espère, sera acceptée. Donc là, on est dans une zone d'attente, une zone grise,
où je n'ai pas de certitude que le projet va aboutir. Donc c'est un peu compliqué. Parce que concrètement, tu as commencé ce projet, donc tu as dit avant la trentaine, Ouais. mais ça fait combien de temps que tu attends Euh, ou que tu as commencé? je vais dire beaucoup trop longtemps pour moi. Ça fait vraiment de longues années. On se rapproche dangereusement des 10 ans. Ah waouh. On n'y est pas encore, mais on se rapproche. Ok. Et donc, tu as eu des entretiens Oui, avec beaucoup. l'administration, beaucoup. Comment se sont passés ces entretiens? Alors, il y a toute une période d'évaluation avec les autorités suisses, du coup, où du coup il va y avoir des évaluations psychologiques, où on va vraiment décrypter toute ta vie, depuis l'enfance, tes parents, ta famille, ta structure familiale, ton chemin de vie par rapport à tes attentes, à comment tu te positionnais avec ton cercle familial et amical. Enfin voilà, on va te poser plein de questions, te mettre devant des situations pour voir comment tu vas réagir. On t'impose de faire des ateliers pour te sensibiliser à l'accueil d'un enfant dit non zéro. En réalité, ce qui est souvent dit, c'est que quand on a la chance, et ça c'est important de le souligner, quand on a la chance de pouvoir porter un enfant, si c'est notre choix, on va avoir un enfant dit zéro, qui va grandir dans son ventre, dans son propre ventre, et qui va pas arriver avec des traumas, des bagages, comme un enfant adopté, qui du coup, forcément, va avoir des traumas dits d'abandon, de négligence, suivant où cet enfant aura été, sera resté dans la structure, ou l'orphelinat, ou peu importe. Et donc du coup, il y a plusieurs ateliers qu'on t'impose de faire, où du coup on va te sensibiliser à ça, à décrypter comment le bébé va se comporter, s'il va être... et dès les premiers mois, ça, il faut le faire. Et du coup, tu dois adapter ensuite ta manière de te comporter envers cet enfant pour, du coup, arriver à lui donner les besoins dont il a besoin et le rassurer aussi pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour la création de cette famille. Donc du coup, il y a toute une période d'évaluation, il y a des visites dans ton appartement pour voir si tu as un espace pour l'arrivée d'un enfant. Il y a des évaluations qui sont faites et des enquêtes auprès de tes proches. Il y a beaucoup de rendez-vous où on t'explique niveau administratif beaucoup de choses. C'est très long, c'est très éprouvant. Il y a aussi des exercices qui, pour moi, n'ont pas été faciles. Ça pourrait paraître fou, mais on te demande d'écrire ta propre biographie. Ok. Donc, c'est pas un CV. On te demande de parler de toi et de vraiment expliquer d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu veux choisir ce chemin et quelles sont tes attentes, et vraiment être transparent. Et pour moi, ça a vraiment été un exercice qui était compliqué. C'est presque une thérapie. Complètement. Okay. Complètement. Donc voilà. Lourd en termes d'investissement aussi. Ce que quelque part je trouve quand même bien, parce que du coup ça fait quand même du tri. Ouais. Parce que vraiment c'est un choix de vie. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Ouais, ok. Et est-ce que tu penses que le fait d'être seule, ça change beaucoup de choses au regard de l'administration? Au regard de tout le monde. Regard de tout le monde. Au regard de l'administration, en fait, pour le projet d'adoption, en termes d'administration, toutes les décisions qui sont prises en mettant l'enfant, l'adopté, au milieu. Donc du coup, il part du principe, ce qui est discutable, mais assez correct, que cet enfant qui aura subi des traumas aura besoin d'une structure dite stable, et donc du coup, dans l'image qu'on peut avoir de la structure familiale, l'image d'une structure stable, c'est 2 parents
mariés, souvent de sexes différents, et pour donner une structure dite stable. Et donc du coup, si on vient enlever un de ces éléments, de cette image qu'on a de cette image de famille dite parfaite, du cliché, merci, complètement, et bien du coup on vient se questionner de savoir pourquoi, est-ce que du coup il va y avoir des difficultés, et on va venir vraiment questionner et un peu déstabiliser, mais c'est pas un peu, c'est même complètement déstabiliser l'adoptant, donc du coup là en l'occurrence moi comme personne seule, pour être sûr que la personne soit vraiment sûre de son choix, sûr du processus et sûr de là où l'adoptant va vraiment aller. Donc, donc oui, questionnement il y a eu, questionnement il y a encore, et certainement questionnement il y aura même après l'aboutissement de ce projet. D'accord, parce que c'est prévu encore, enfin qu'il y aura encore des visites une fois que l'enfant sera arrivé. En réalité, en Suisse, quand le projet d'adoption aboutit, on a une période, j'ai plus le terme de comment ouais, c'est vraiment ça, de 3 ans, où du coup pendant 3 ans, c'est quand même bien parce que du coup on sait pas comment ça va se passer, et du coup on te laisse pas avec l'aboutissement de ce projet, ensuite tu te retrouves seul. Donc non, il y a quand même 3 ans où du coup l'adoptant, cette nouvelle famille est suivie avec du coup toutes les personnes avec qui on a fait le processus, le côté administratif, où du coup il y a des visites aussi avec des psychologues pour cet enfant, des visites dans son propre appartement avec l'enfant, il y a des rendez-vous avec l'adoptant aussi, et il y a 2 personnes que je devais choisir de mes proches, qui allaient être les personnes des parrains-marraines, mais pas dans le sens qu'on pourrait imaginer, alors oui, dans le sens qu'on pourrait imaginer, mais aussi d'être, en cas de souci, les références pour cet enfant, si jamais ça se passait pas bien. D'accord, et donc ces parrains-marraines que tu as dû donc déjà choisir, est-ce qu'il y a des règles du style, ça peut pas être le parent, enfin je veux dire ton parent, ça peut pas, ou bien c'est vraiment libre choix? Alors ils disent libre choix, mais ils favorisent des gens de la famille, de sang, parce qu'ils partent du principe, de nouveau discutable, mais ils partent du principe que la famille de sang reste. Tu vas pas, pas comme un ami avec qui tu pourrais te brouiller, enfin. Exactement. On sait que c'est absolument pas une condition, mais d'accord. Ok. Et donc du coup, dans ce que j'entends, tu ressens quand même des injustices, et il y a quand même des incompréhensions. Complètement, mais à plein de points de vue. Déjà, juste le fait, je trouve que il faut vivre avec son temps, et il y a certaines choses qui sont obsolètes. Le fait de partir du principe qu'il faut 2 parents pour faire un foyer stable. On est en 2025, je vais pas parler de chiffres déjà parce que je les ai pas, mais je vais pas parler de chiffres, il suffit juste de regarder autour de soi. C'est faux. Un enfant n'a pas forcément besoin de 2 parents. Il y a plein d'histoires qui font que ça fonctionne pas. Parfois ça fonctionne, mais il y a aussi où ça fonctionne pas, et donc du coup il faut pas être trop rigide non plus. Beaucoup d'injustice aussi par rapport à tout ce qu'on me demande de prouver, qui ferait forcément de moi une bonne maman. Le fait de prouver que j'ai les finances pour, des tas de questions qu'on viendrait pas demander de prouver pour une mère qui pourrait porter son propre enfant. Et qui ferait pour autant pas d'elle une bonne ou une mauvaise mère parce qu'elle n'a pas un espace dédié pour cet enfant. Ok. Et par rapport aussi aux couples qui veulent adopter, de nouveau, tu dois redoubler, en fait, tu dois presque prouver à double complètement. que tu es capable d'avoir un enfant. Complètement. Je dois prouver... l'évaluation, quand on est un couple marié, elle est divisée en 2. Donc du coup, la charge mentale, la charge émotionnelle, toutes les charges possibles et imaginables sont divisées dans le couple.
et ben en fait, j'ai tout seulement sur moi, seulement sur mes épaules. Ok. Ça change pas, l'évaluation ne change pas parce qu'on est une personne plutôt que deux. C'est juste que du coup, je prends tous les critères, toutes les demandes et toute la charge sur mes propres épaules. Ok. Comment tu gères du coup cette attente parce que les procédures elles sont longues, on le sait. Entre un entretien et un autre, il se passe des semaines voire des mois. Ouais. Comment tu gères cette attente? Je gère. Ce terme-là, gérer, pour moi, je l'utilise un peu dans le... Je gère, je suis un peu pas en mode survie, parce que je veux pas que ce soit compris que c'est difficile et que j'y arrive pas. Pas du tout. C'est juste que cette attente est difficile au quotidien. Cette attente est difficile parce que la société me ramène à chaque fois le fait que j'ai un projet qui n'aboutit pas. Et donc du coup, à chaque fois, il me suffit juste de sortir de chez moi, il me suffit juste d'allumer mon téléphone et d'avoir à chaque fois des rappels que j'ai commencé ce projet il y a longtemps et que ce projet n'aboutit toujours pas, que les gens évoluent, avancent dans la vie et que ce projet-là n'avance pas et n'aboutit pas. Donc cette attente est difficile. J'ai conscience que c'est long, que du coup en plus de ça, c'est... Ce qui est difficile et aussi très injuste pour moi, c'est d'arriver à me lâcher et à accepter le fait que mon projet de vie va être et dans les mains de personnes inconnues et pour qui c'est leur job. Et qui savent mieux que toi. Et qui savent mieux que moi, évidemment. Ouais. Donc, il y a beaucoup de... Ouais, c'est difficile. Après, je me force à choisir quels sont mes combats et de ne pas mettre mon énergie là-dedans parce que autrement ça me coûte et ce serait difficile, vraiment difficile. Oui, et quand tu disais il suffit de rallumer mon téléphone ou de regarder dehors, c'est pas forcément que les gens viennent te poser des questions, c'est simplement d'être, j'imagine, en face d'une maman, enfin d'une femme enceinte, d'apprendre la naissance d'un enfant, d'un ami, enfin. Ça c'est, je l'ai eu assez bien géré, je trouve, et plus l'attente est longue et moins j'ai de facilité à... Plus c'est difficile pour moi de gérer. Bah, bien sûr. Donc c'est vrai que j'ai conscience que je m'isole de certaines situations qui pour moi sont devenues un peu plus difficiles à gérer. Ok. Et donc... Est-ce que ça t'a fait peut-être rompre des liens avec certaines personnes ou... Rompre, c'est un peu trop fort, mais mettre en suspens est plus adapté. D'accord. Et c'est quelque chose que tu vas verbaliser avec ces personnes ou pas forcément? Alors, c'est des choses que je vais avoir du mal à verbaliser directement, mais avec certaines de mes proches, la relation est tellement transparente et tellement saine que du coup, je vais pas forcément avoir besoin de verbaliser, ça va être compris, ça va être entendu, et même il y a énormément de bienveillance parce que à l'inverse, j'aime faire un peu l'effet miroir, mais à l'inverse, elles se rendent compte, et c'est même elles qui du coup vont venir vers moi avec bienveillance pour du coup créer le contact et ouvrir la parole. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il t'arrive de douter de ton projet, de douter même de son aboutissement ou... De l'aboutissement, oui. De mes capacités, jamais. Je suis... Warrior. Ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment déterminée. J'ai débuté ce projet. C'est une bataille, une guerre que je vais mener d'arrache-pied. Je suis vraiment focus là-dessus. Donc, de mes capacités, jamais. Vraiment, jamais. Douter que le projet aboutisse, oui. Parce que, justement, et là, je reviens sur ce que je disais, ce sont X et Y qui sont décisionnaires de mon projet. Ouais. Et j'ai lu...
cette semaine. Sur le site du canton de Vaud, j'ai vu quelque chose qui passait comme quoi ils allaient stopper les adoptions internationales. Ils ont stoppé. Les adoptions internationales. Est-ce que ça impacte ton projet ? Oui. Ça impacte mon projet dans le sens... Alors, ça impacte le projet d'adoption, mais pas mon projet directement, ou un peu. Ce qui change, c'est que du coup, avant, mon autre possibilité, mon autre alternative en termes d'adoption, c'était adopter à Haïti, Haïti était le seul pays qui tolérait les adoptions d'une personne non mariée, parce que chaque pays met ses propres règles aux adoptions internationales. Et donc c'était mon autre possibilité, mais dans mon propre projet, cette option n'a jamais été une option en réalité pour moi, parce que ça a toujours été une évidence que je voulais adopter dans mon pays d'origine, et donc du coup, où j'ai réactivé ma double nationalité, et pour moi c'était au clair que c'était le Sénégal et nulle part ailleurs. Ok, d'accord, bon, tant mieux. Ouais. Et donc, j'imagine que tu dois quand même vivre des moments de découragement devant la montagne d'administratifs et de barrières qu'on te met, en fait. Complètement. C'est ça, c'est que c'est pas uniquement des montagnes. C'est que là, on met des troncs d'arbres sur ma route. On me rend pas la tâche facile. Oui, alors des doutes, oui. De nouveau, jamais sur mes capacités à devenir mère, mais des doutes sur tout ça, sur tout l'investissement personnel que je continue de fournir. Aussi, c'est une réalité, le côté financier, parce qu'il y a quand même tout ce côté-là financier où il faut prouver qu'on ne te demande pas de payer des ateliers pour l'accueil d'un enfant si tu peux porter un enfant. Tout ça, c'est quand même une réalité qu'il faut garder en tête. Donc oui, il y a des moments de doute. Après, ces moments de doute ne durent jamais vraiment très longtemps, mais je remarque qu'il y en a quand même. Il y en a. Mais qu'est-ce que tu utilises, j'ai envie de dire, pour dépasser ces moments de doute? Quelles sont tes ressources secrètes qui t'aident à rebondir? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je suis assez dans les extrêmes, donc j'ai besoin, je réfléchis beaucoup, trop parfois, mais bon, c'est une question de point de vue. Je trouve pas que je réfléchis trop, mais je réfléchis beaucoup. Et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et donc du coup, j'ai ce que j'appelle des échappatoires. Et dans ces échappatoires, j'ai de la course à pied. Mais donc du coup, je vais pas simplement, et c'est déjà bien de mettre ses chaussures et de sortir de chez soi et d'aller courir. Mais dans mon cas de figure, ce n'est pas assez. Donc je dois à chaque fois aller chercher la performance, aller chercher loin, et aller chercher à chaque fois plus loin dans mes limites, ce qui me permet de me vider la tête, de me mettre des challenges qui, à l'instant T, est impossible ou irréalisable. Et du coup, pour arriver, en mettant les moyens et l'investissement pour y arriver, et pour pouvoir arriver à me dire, à faire le constat, en fait, il y a quelques temps, c'était impossible, mais tu as réussi. Donc en fait, tu te mets des mini-projets, des mini-challenges. Exactement. Et que tu aboutis. Et ça te redonne confiance en ta capacité. Exactement. Ok. Et maintenant, est-ce que tu te sens être déjà maman, bien que l'enfant ne soit pas encore arrivé? C'est une bonne question. Mais du coup, je vais avoir du mal à répondre. Parce que qu'est-ce qui fait de nous une maman ? Est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants dans son entourage et d'avoir plaisir de voir ses enfants, d'avoir des enfants dans son entourage? Est-ce que c'est le fait d'aimer profondément les enfants qu'on a dans son entourage, de s'impliquer, de vouloir être présent? Ou est-ce que c'est juste de se sentir en soi maman? Parce que si la réponse est oui à toutes ces questions, la réponse est oui. Mais je trouve que c'est un peu difficile tout le monde ne répondrait pas à cette question de la même manière.
Ok. Ok. Et est-ce que tu penses à lui ou elle tous les jours? Tous les jours. De plein de manières différentes. Ça va de je peux me préparer le petit-déj et regarder les dessins animés le matin parce que c'est quelque chose que j'adore faire et de me réjouir de pouvoir partager ce moment ou de me projeter et de me dire ah bah je me réjouis de ce moment ou quand je vais à un endroit que j'affectionne et juste avoir une pensée de me dire ah bah je me réjouis de pouvoir partager ça avec mon enfant ou là à ce moment-là il faudra que je pense à prendre ça et donc du coup c'est vrai que dans mon quotidien je vais y penser très régulièrement. Et j'imagine que tu te projettes déjà dans l'arrivée de cet enfant. Comment tu imagines votre rencontre? Alors, je l'ai imaginé de plein de manières différentes. Je l'ai imaginé... En fait, je l'ai idéalisé et c'est l'erreur que font pratiquement tous les adoptants et qu'on m'a mis en garde très rapidement par le service d'adoption, disant que nous, on s'imagine, nous, en tant qu'adoptants, on s'imagine que cette rencontre va être comme dans un Disney où lumière tamisée avec seulement la lumière sur cette rencontre, une évidence que nous allons nous rencontrer, nous découvrir, et etc., etc. Et la réalité, c'est que c'est jamais comme ça. Et que même si ça se passe trop bien dans l'image qu'on pourrait avoir, c'est que du coup, donc là, on fait un gros warning et dire qu'en réalité, c'est que l'enfant veut un peu fuir la situation. Il faut vraiment voir ça en disant que l'enfant est dans une structure. Là, j'imagine un enfant qui est déjà capable de marcher. Si l'enfant va te courir dans les bras alors qu'il faut remettre les choses dans le contexte, à cet instant T, tu es un inconnu. Ouais. Donc si l'enfant vient te courir dans les bras et un élan d'amour et comme quoi il est super content, bah en réalité la question qu'il faut se poser c'est se demander est-ce que du coup il veut pas plutôt fuir la situation qu'il a actuellement, et donc dans ce cas-là il y a quand même un questionnement qu'il faut avoir. Donc du coup oui j'ai imaginé cette rencontre, oui je l'ai idéalisée et je me force à ne pas me projeter et ne pas avoir d'attente à ce moment-là. Je sais et j'ai bien conscience que cette rencontre va être en total décalage avec le reste de notre vie. Dans le sens où ça va être... Je m'imagine à me dire tout va être de manière un peu suspendue, très irréelle, très protocolaire aussi, que je sens que ça va être un peu bizarre. Certainement 10 minutes avant j'ai pas d'enfant, 10 minutes après j'ai un enfant dans les bras et cet enfant va certainement rien comprendre, donc il va falloir que moi personnellement je gère mes émotions de cette attente que j'ai eue qui va être un point final de l'attente mais qui va être le début d'un nouveau livre et pour cet enfant quelque chose où il va quitter une structure avec des personnes qui étaient des donneurs de soins pendant X temps. Et donc, du coup, il faut, moi, en tant qu'adulte, que je gère toutes ces émotions. Et donc, du coup, ça va pas du tout. Cette question est une très bonne question et je suis très contente que tu la poses parce que ça me permet de casser l'attente de mon entourage qui va certainement me poser des questions... Alors, est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Est-ce que c'était beau? Est-ce qu'il y a eu de enfin, non, en fait, ça va pas être beau, ça va pas être un bon moment pour personne, et ça va pas être aussi idyllique que ce qu'on pourrait naïvement penser, parce que je vais prendre cet enfant et je vais prendre l'avion avec cet enfant, et ça va pas du tout, on va pas du tout vivre, cet enfant et moi, on va pas du tout vivre cet épisode de la même manière. Ouais. C'est intéressant déjà d'avoir cette conscience que c'est pas idyllique. Et ce que j'ai trouvé très intéressant de ce que tu viens de dire, c'est pas représentatif de votre histoire. Exactement, complètement.
Et c'est ça aussi qui est quand même difficile à comprendre, à entendre et certainement à le vivre, et aussi à comprendre. Et c'est pour ça que j'essaye pas de faire comprendre à mon entourage et à mes proches et à ceux qui me posent cette question, parce que dans comment on imagine, comment on se projette, quand on fait la rencontre, quand on accouche d'un enfant, on raconte, après c'est clairement pas toujours le cas, mais bon, c'est comme ça que la société est censée le voir, d'une rencontre incroyable, idyllique, c'est beau, c'est génial. C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre, exactement. Bah, en fait, la réalité, c'est pas forcément ça. Non. Et encore moins dans une adoption. Donc non. Note à mes proches, ne me posez pas cette question. Me posez pas cette question. Demandez-moi juste comment je vais, comment je gère et comment on peut me soutenir. Et puis c'est ok. D'accord. Et donc, tu as répondu en partie à ma question suivante, qui est: est-ce que tu te prépares matériellement et émotionnellement? Surtout, tu as parlé pour le côté émotionnel, en fait. Oui, tu te prépares de cette manière. Et matériellement, alors Alors, matériellement, oui. J'ai un fichier Excel. J'en doute parce que ça me rassure d'avoir un fichier Excel. Mais au-delà de ça, j'ai même eu pendant longtemps tout de prêt pour cet enfant. C'était une volonté de ta part ou on te l'a demandé? Non, alors c'est pas l'administration qui m'a demandé que la chambre soit prête. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Au moment où j'ai commencé le projet, le Sénégal, donc le pays auquel je vais adopter, n'avait pas signé la convention de La Haye, qui est une convention internationale pour faciliter les adoptions à l'international, dont la Suisse fait partie. Et à l'époque où j'ai commencé le processus, le Sénégal n'avait pas signé. Donc du coup, je gérais le processus seul. Et en fait, il y a eu un moment où on m'a dit que le projet allait aboutir. Et donc, du coup, grâce à mes proches, dont j'ai eu une aide précieuse, on m'a aidé à créer et à construire cette chambre pour l'arrivée de cet enfant, qui au final n'a pas abouti. Du coup, j'ai été au Sénégal et au final, je suis rentrée seule. Mais non, ensuite, depuis, le Sénégal a re-signé cette convention de La Haye, et donc du coup, ça parle d'autorité à autorité, donc c'est la Suisse directement qui me représente, qui parle aux autorités sénégalaises pour tout le projet, et donc du coup, non, l'administration suisse ne m'a pas demandé à avoir la chambre prête avant l'aboutissement du projet, seulement la chambre était déjà prête, du coup, je l'ai laissée, en pensant que le projet n'allait pas prendre autant de temps que ce que ça prend. Et il y a quelques temps, j'ai décidé, cette attente étant un peu difficile et puis le projet n'aboutissant pas, et je continue de vivre dans un appartement avec des affaires de bébé, ça devenait un peu trop lourd. Du coup, j'ai décidé de tout enlever et de faire un don à une association de femmes en difficulté, pour que du coup ça donne du sens. Donc tout sera prêt au moment où, et ce sera quelque chose de nouveau. Je n'ai pas besoin que tout soit prêt avant. Par contre, ce n'est pas une obligation, mais moi, ça me rassure. J'avais besoin et j'ai besoin d'avoir la première tenue, d'avoir les premières choses qui vont faire que ça va devenir mon enfant. Donc ça, c'est déjà prêt, oui. C'est en attente, bien que je ne sais pas la taille qu'il aura, mais ça, pour moi, c'est important. Et oui, tout sera prêt. Et c'est vrai qu'on a le temps, beaucoup plus que quand c'est une grossesse qui dure 9 mois. Là, on parle en années. Donc oui, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de prendre les tips des personnes de mon entourage, de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, je ferai à ma sauce. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses que tu redoutes? Oui, beaucoup.
Beaucoup par rapport à mon... Est-ce que la question c'est par rapport à l'aboutissement, à la relation que j'aurai avec cet enfant ou à tout ce qu'il y a autour? C'est égal, c'est ce que tu as envie de nous dire. Alors, est-ce que j'ai Non, pas avec mon enfant. J'ai conscience qu'il y aura des moments qui seront pas simples, autant pour lui que pour moi. Et c'est OK. Je suis sensibilisée à ça, donc je pense que je saurais m'entourer des personnes au moment où. Donc ça, j'ai pas de crainte à ce niveau-là. Euh, je crains surtout de l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, ça va être là où je vais pas pouvoir un peu protéger mon enfant, parce que c'est une réalité, les gens sont cruels, les enfants sont cruels entre eux, je vais pas pouvoir surprotéger mon enfant non plus, donc il y a une réalité, mais c'est vrai que ça, oui, ça me fait peur. Je ne sais pas... C'est un exemple qui pourrait paraître pas important, mais pour moi ça l'est. Je m'imagine à la place de jeu. Je sais pas comment je vais réagir. Le moment où il va y avoir des regards, des questions, je sais pas comment je vais réagir. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais je vais gérer, hein. Ah, mais je ne doute pas. Non, mais c'est les craintes, je pense, de n'importe quel parent pour son enfant, donc j'en doute pas du tout. Et si tu pouvais lui écrire une lettre, là, tout de suite, tu dirais quoi? Prépare ton sac à dos, juste le temps de prendre l'avion, maman arrive. C'est un post-it là. Oui, c'est un post-it straight to the point. Pas besoin d'écrire 1000 mots, mais j'ai la chance, je m'estime chanceuse d'être entourée de personnes talentueuses. Et du coup, je me réjouis du moment où il sera en âge, cet enfant, en âge de lire, voir, comprendre et de pouvoir voir tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place pour ce projet, pour nous. Nous, quand je dis nous, c'est cet enfant et moi, donc nous, notre famille. Parce que je parle autour de moi, je fais des photos, j'ai une amie qui écrit, dont là, on est en train de faire le podcast, donc du coup, il y a des écrits, il y a des choses qui restent, et dont je suis hyper fière, et donc du coup, je me réjouis de ça, j'ai pas besoin de me projeter à écrire une lettre, même si plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce que j'écris je lui écris une lettre et je lui donnerai le jour où il sera en ajout? Non. Par contre, j'ai un sorte de livre de bord, un calepin dédié à ce projet d'adoption où du coup, et je l'ai depuis très longtemps, et où du coup j'écris mes ressentis, mes craintes, mes joies, tout par rapport à ce projet, et je me réjouis le jour où il sera en âge de comprendre, de lui donner. De lui donner. D'accord. Et on a déjà un peu parlé avant de ton entourage. Tu disais que d'après ce qu'ils t'ont dit, c'est quelque chose que tu as en projet depuis l'âge de 12 ans. Donc, je ne sais pas si la question comment ton entourage a réagi à ce projet se pose par rapport à ton entourage proche qui te connaît depuis toujours. Par contre, on va dire les amis qui sont arrivés après, tout, comment ils ont réagi à ton projet? Plutôt bien. Je pense que assez rapidement, les gens ont compris ma personnalité, ont compris comment je fonctionnais, et les doutes qu'il y a eu, s'il y en a eu, ça a surtout été, ça va être du job, du job, une charge ou non, la charge émotionnelle, le fait d'aboutir le projet seul. Donc là, on m'a surtout verbalisé ces craintes-là, d'être seule. Ce à quoi je réponds à chaque fois en disant « Je ne suis pas seule, regarde autour de toi. » Franchement, vraiment, je ne me sens pas seule. Ce n'est pas une crainte. J'ai pas peur de ça. Donc, mon entourage a plutôt bien réagi. Oui, il y a eu pas mal de questions, mais les gens sont surtout, et les gens que je rencontre
ou que je continue de rencontrer sont surtout admiratifs de l'audace, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, d'avoir une femme qui va jusqu'au bout de son projet, qui se bat pour son projet de vie et qui va aller jusqu'au bout, qui est déterminée. Donc c'est surtout l'admiration, je vais dire, mais dans le bon sens du terme. Donc tu te sens soutenue dans ce projet? Complètement. Est-ce que tu as eu des fois besoin, ou ressenti le besoin, ou est-ce qu'on te l'a demandé, de te justifier? Ouais, un peu trop. Un peu trop. Pas avec, de nouveau, mon cercle proche, jamais. Parce que jamais. Parce que bienveillance et puis transparence surtout. Donc, qui dit transparence dit pas forcément besoin de se justifier. Par contre, c'est vrai qu'il y a des questionnements. Quand les gens posent la question pour l'adoption, bah, forcément, la deuxième question, c'est évident qu'on fait un projet d'adoption parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant de manière naturelle. Or, moi, au tout début, j'ai jamais dit que je voulais pas avoir d'enfant porté. J'ai toujours verbalisé le fait d'avoir un souhait de pouvoir adopter et d'avoir un enfant porté. La nature, la vie a fait les choses autrement. Mais c'est souvent la question qui vient après. Donc du coup, se justifier, mais pourquoi ce projet-là? Pourquoi le Sénégal? Pourquoi seul? Parce que du coup, moi, j'ai pas de problème à justifier le fait que je fais le projet seul. Mais c'est vrai que c'est des questions qui viennent régulièrement, mais surtout avec les personnes que je vais rencontrer. D'accord. Et après, je pose ma plaidoirie et puis après, il y a beaucoup de bienveillance là-dedans. Ok. Donc, est-ce que tu t'es sentie quand même jugée par des personnes, à certains moments ou... Avec le service d'adoption, évidemment, oui, complètement, mais parce que c'est leur job. Elles doivent le faire, elles doivent questionner parce que on a besoin de certitude que ce projet va aboutir et que ça se passera bien. Donc, j'ai pas de problème à ce niveau-là, même si c'est pas facile tout le temps. Mais non, autrement pas. Après, je ne m'entoure pas, je ne m'entoure pas de personnes qui vont me juger, pas du tout. Donc non. Ok. Et est-ce que tu penses que la société est prête à reconnaître des mères comme toi? Clairement non. Est-ce que les mères comme moi, ça veut dire quoi? Déjà, la société n'est pas vraiment prête aux femmes en général. Donc, mais on fera un autre podcast là-dessus si jamais. Donc non, clairement non. C'est pas le combat que je décide de mener, mais je souhaite que la parole puisse être libérée grâce à ça aussi. Non, clairement, la société n'est pas prête à ça. Je le vois pratiquement tous les jours, au-delà déjà dans ma carrière professionnelle, mais déjà aussi dans le projet. Il faut tout justifier. D'être seul, c'est pas normal, entre guillemets, donc il faut justifier pourquoi on est seul en permanence. C'est difficile, c'est une charge mentale de tous les jours. Donc non, la société n'est clairement pas prête encore. D'accord. Mais j'ai espoir, j'ai foi en l'humanité. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celles et ceux qui pensent qu'un enfant a besoin de 2 parents pour être heureux? C'est dommage pour vous. C'est très dommage de penser ça. Qu'est-ce qui va rendre heureux un enfant? Il faut se poser la question. Posez-vous cette question-là. Est-ce qu'un enfant, et après, de nouveau c'est une question de point de vue, mais est-ce qu'un enfant serait forcément heureux et ou malheureux d'avoir 2 parents, mais pas de temps avec ses parents? Est-ce qu'un enfant serait heureux avec un parent qui lui dédie son temps? Et je trouve que cette question, elle était justifiable il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, non. D'accord. Et quand tu penses à ton futur rôle de maman, à quoi tu rêves? Je me réjouis de pouvoir faire des gâteaux aux pommes avec cette
enfants, c'est très drôle, mais je vais expliquer ça. C'est vraiment quelque chose que je me réjouis. C'est des souvenirs que j'ai de moi enfant, de moi avec mes grands-parents. Le gâteau aux pommes, c'est nous, c'est notre famille, c'est les dimanches, gâteau aux pommes. Et ça, c'est quelque chose que je me réjouis de pouvoir faire et de pouvoir partager. Donc, ça, je me réjouis. Plein d'autres choses, mais surtout faire ces gâteaux aux pommes. D'accord. T'as une recette spéciale de famille? Oui, que je ne divulguerai pas. Non, je ne te le demande pas. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ton enfant? L'écoute, la compassion, vraiment des valeurs qui pour moi, tout le monde compte. Tout le monde a le droit d'être écouté et surtout d'être entendu. Qu'il n'y a pas d'âge de choses dont on devrait parler et où on ne devrait pas parler. Je pense qu'il faut simplement adapter son langage. Je ne souhaite pas qu'il y ait de tabou. Pour moi, la transparence, elle est importante. Mais vraiment transmettre un maximum de qualité, de choses où il va se sentir compté. Pour moi, c'est important. Bon, je pense qu'on l'a compris sur tout ce que tu nous as dit depuis le début, mais est-ce que tu te sens prête? Ah, je suis déterminée. Je suis déterminée depuis le début. Ça, c'est vraiment ma phrase, mon mindset, ce que je garde. Déterminée. Je suis déterminée. Oui, je suis prête. Je suis prête et en même temps, est-ce qu'on l'est vraiment? Ça. Enfin, j'ai eu, oui, plus de temps pour me projeter, mais ça ne veut pas forcément dire que je serai plus prête qu'une femme qui aura eu une grossesse de 9 mois. Ça veut tout dire et surtout rien dire. Oui. Enfin, je me suis projetée de plein de manières différentes, mais ça va peut-être certainement pas se passer de cette manière-là. Il va falloir que je m'adapte et c'est ok. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je ferai de mon mieux. Alors ça, oui. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant tout ce chemin? La patience. La patience, qui est un mot compliqué pour moi, mais ouais, la patience, la résilience, ouais. Et l'écoute, ce que j'avais quand même déjà beaucoup, mais et surtout d'arriver à lâcher, de choisir quels sont mes combats et de ne pas perdre mon énergie sur des choses dont je n'ai pas le pouvoir. Donc, c'est un peu aussi j'ai envie de dire le mot de la fin. Si tu regardes la femme que tu étais avant de te lancer, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Bravo. Bien joué, belle détermination, keep going, rien n'arrive par hasard, garde la tête haute et ton projet aboutira et ira là où il doit aller. Ok, alors pour terminer ce premier opus, ce premier podcast qui est quand même lié au livre Maman et moi, et dont tu es la grande inspiratrice du départ, je te propose de te lire un tout petit bout, et je te poserai ensuite des questions de compréhension. Non, je plaisante. D'accord, j'écoute. Ok. La vie suit son cours, le temps n'attend pas. Les démarches sont longues et difficiles. Elle doit prouver sans cesse qu'elle me mérite. Quelle angoisse lorsque son propre projet de vie dépend du ressenti d'un inconnu. Ma chambre est prête depuis des années. Mes vêtements sont propres et déjà rangés dans mon armoire, comme si j'étais juste partie en vacances quelques semaines. Mes jouets d'éveil sont disposés délicatement sur les étagères et régulièrement dépoussiérés. Le pédiatre a été choisi et rencontré. Maman n'a pas le droit à l'erreur si elle veut qu'on lui accorde celui d'avoir un enfant. C'est vrai. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ces mots? Dans chaque mot, c'est moi, c'est mon quotidien, il n'y a pas de mensonge. C'est vrai, c'est ne jamais baisser sa garde. Ça paraît très dur de dire ça comme ça parce qu'il faut quand même être vrai dans ce processus, il faut quand même être vrai, mais c'est ne jamais baisser sa garde, avoir une longueur d'avance sur quelque chose qu'on ne sait pas quand ça va aboutir,
dont on n'est pas décisionnaire. Donc ça, il faut arriver à lâcher. C'est clairement pas facile tous les jours. Ouais, vraiment, c'est vraiment pas facile tous les jours. Mais c'est vrai que les choses sont prêtes. Ou en tout cas, je pense qu'elles le sont. Je fais de mon mieux. Pour moi, c'est important de prendre... de réfléchir à me dire que je souhaite que les personnes qui vont être autour de cet enfant soient sensibilisées au fait que c'est un enfant adopté. Donc pas un enfant zéro. Donc un enfant avec des traumas qu'il va falloir travailler, aider, penser. Et pour moi, je mets un point d'honneur, mais vraiment un point d'honneur que les personnes qui vont être autour de cet enfant soient sensibilisées à ça. Parce que c'est une réalité et ça va être une réalité toute sa vie. C'est pas pareil, on ne peut pas s'occuper d'un enfant de la même manière d'un enfant adopté qu'un enfant porté. C'est une réalité, c'est comme ça. C'est tout. Il faut en avoir conscience. Et puis, pour moi, c'était vraiment important. Oui, le choix du pédiatre est fait. Et pour moi, c'était important que cette pédiatre soit, en l'occurrence c'est une femme, mais que soit un médecin qui soit sensibilisé à ça. Parce qu'on ne traite pas de la même manière. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a demandé de faire. Je l'ai entendu parce que du coup, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec des adoptants, des adoptés qui sont parfois plus âgés que moi. Donc il y a plus de 30 ans d'écart. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de un peu retour d'expérience qui sont importants et non négligeables pour moi. Ok, bah maintenant qu'on a pu se rendre compte que c'est vrai que j'ai écrit un texte de ce que je te souhaitais pour la suite, mais on voit que c'est pas encore la réalité. Pas encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? L'aboutissement du projet, déjà, dans pas trop longtemps, voilà. ce que j'espère. Et puis la découverte de cette nouvelle vie à deux avec ce bébé et moi, et puis que tout se passe bien et que de continuer de faire de mon mieux et que c'est ok. et voilà. Ok, ça marche, alors c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup pour ta participation. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Elle attend, mais ce n'est pas une attente passive. C'est une attente habitée, préparée, courageuse. Elle a choisi seule de faire une place, une vraie place. Et quelque part, un enfant est peut-être déjà en train de venir à elle, lentement, mais sûrement. Dans l'invisible, dans l'espoir, dans l'amour. Merci à Mélanie pour cette parole en devenir. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de continuer à écouter ces voix qu'on entend rarement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi. Prenez soin de vous et des liens que vous créez.